aujourd'hui avec l'appel à la grève du CUSEMS. Le CUSEMS qui alerte la pandémie décime l'école, une vingtaine de décès chez le personnel enseignant. Le CUSEMS déplore des inégalités dans la dotation de matériel de protection. Le protocole sanitaire est peu respecté. Les sections Dakar sont en lutte, elles, pour le paiement intégral des indemnités liées aux examens. Entre la pandémie du Covid-19, l'épidémie d'Ebola, les autorités sanitaires sur plusieurs fronts. Le Sénégal reconduit et renforce la surveillance aux frontières terrestres. Le Sénégal qui recense concernant la pandémie du coronavirus 6 nouveaux décès et 201 nouvelles contaminations. Le point à suivre dans cette édition. Le point concernant l'affaire Sonko avec la série d'arrestations. Au moins 30 personnes arrêtées entre Dakar et Ziguinchor. Le parti PASTEF continue de dénoncer ces arrestations qu'il qualifie d'enlèvement. Le journaliste formateur Ibrahim Bahoum analyse justement la tension politique liée à l'affaire Ousmane Sonko. Il sera notre invité. Mardi Gras, 16 février, la célébration marque l'entrée du carême chez les chrétiens partout dans le monde. Journée aux allures festives qui revêt également une dimension spirituelle, religieuse. On en parle. Le carême débute demain mercredi avec l'imposition des cendres. Comment les fidèles catholiques comptent s'appesantir sur les piliers de 40 jours de jeûne, de prière et de recueillement. Un reportage de Yves Tendeng à suivre dans cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Bonjour à tous, merci à Alioune Badara Socé qui assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec la réapparition de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. 4 décès déjà enregistrés. Les autorités guinéennes se mobilisent pour circonscrire cette fièvre hémorragique. Le Sénégal également en alerte reconduit le dispositif tout en renforçant la surveillance au niveau des frontières terrestres. Assurance du directeur de la prévention, Dr Elhadj Mamadou Ndiaye, interrogé par Habsé Limanouane. Je pense que cette maladie, elle est apparue en Guinée, comme on l'a annoncé, dans une zone qui est une zone plutôt frontalière avec d'autres pays qui ne sont pas les nôtres, comme du côté du Libéria. En fait. Donc, c'est pas notre frontière immédiate qui est en tout cas menacée pour l'instant, mais les frontières, dans ce qu'elles sont, c'est toujours bon que des dispositions soient prises. Pour rappel, les dispositions sont toujours en vigueur depuis la première épidémie de Ebola, il y a de cela plus de 5 ans, n'est-ce pas? Donc, ce sont les mêmes dispositions, c'est une maladie sous surveillance au Sénégal, à travers tous nos sites sentinelles, dans le cadre de la surveillance de ce que nous appelons les arboviroses, c'est-à-dire toutes les maladies qui sont transmises par, bien sûr, des insectes et qui également sont communes aux hommes et aux animaux. Donc, que ce soit le Crimée-Congo, que ce soit la fièvre de la vallée du Rift, la maladie de Crimée-Congo, je le disais tantôt, que ce soit également la fièvre Ebola ou la fièvre jaune. Ce sont donc une maladie, elle fait partie des maladies recherchées systématiquement dans le cadre de tous les prélèvements qui sont effectués à travers des malades suspects. Donc, c'est un renforcement de la surveillance qui est en vigueur depuis et qui sera, bien sûr, qui a été encore renforcé depuis que ces cas sont apparus en Guinée, avec des instructions fermes au niveau de nos différentes portes d'entrée, terrestres surtout, mais pourquoi pas aériennes même et maritimes, pour que les gens ont déjà partagé les fiches techniques et que également toujours d'être vigilants par rapport à cette maladie qui est là, qui apparaît dans la sous-région et qui peut toujours apparaître quelque part. Donc c'est surtout un renforcement des mesures de surveillance qui est préconisé et qui est effective depuis que l'OMS nous a notifié ces cas apparus en Guinée. Des cas de fièvre hémorragique Ebola en Guinée, le Sénégal renforce son dispositif de surveillance, notamment au niveau des frontières terrestres, alors que les autorités sanitaires sont déjà engagées au niveau de la lutte contre le coronavirus qui poursuit sa progression avec 6 décès supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures, 201 nouveaux cas
enregistrés sur 1555 tests effectués. Les cas communautaires sont recensés partout dans le pays, 11 rien que dans la commune de Thiès, 7 à Rufisque. Voici les détails avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1555 tests réalisés, 201 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 80 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 121 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 11 dans la commune de Thiès, 7 à Rufisque, 6 à Kaolack et à Saint-Louis, 5 à Dakar Plateau, Kébémer, Louga, Mariste et Mbour, 4 à Keur Massar, Ouakam et Tambacounda, 3 à Diamniadio, Mamel, Mermoz et Sacré-Cœur, 2 aux Almadies, Kolda, Kounoune, Liberté 4, Médina, Ouest Foire, Touba, Yoff et Ziguinchor, 1 à Birkelane, Pop, Cité Biagui, Cité Magistrat, Cité Tako, Diakhaï, Dieuppeul, Fass, Fatick, Goudomp, Grand Dakar, Hamo 5, HLM, Liberté 1, Makoko-Libantan, Matam, Niary Tally, Parcelles Assainies, Popenguine, Sicap Baobab, Sicap Foire, Sokone, Tivaouane et Yeumbeul. 230 patients suivis ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 63 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce lundi 15 février 2021. L'état de santé des autres patients suivis dans les domiciles ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 31 476 cas ont été déclarés positifs, dont 25 865 guéris, 760 décédés et donc 4 850 patients sous traitement. Le directeur de la prévention qui faisait le point quotidien de la pandémie du coronavirus, 6 nouveaux décès enregistrés et 201 nouvelles contaminations. Le coronavirus décime l'école sénégalaise, au moins une vingtaine de décès chez le personnel enseignant. Le CUSEMS alerte, dénonce une inégalité notoire dans la dotation de matériel de protection. Le secrétaire général Abdoulaye Ndoye affirme par ailleurs que le protocole sanitaire est loin d'être respecté dans les établissements scolaires. Le CUSEMS qui dénonce également l'arrestation de plusieurs citoyens, dont des enseignants. Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du CUSEMS, face à la presse ce matin. Ses propos sont recueillis par Abdoulaye Diop. Hier nuit, un collègue m'a appelé pour me dire non seulement j'ai chopé le virus, mais j'ai transmis le virus à ma famille. Jusqu'au petit matin, nous étions en train de trouver les moyens pour la prise en charge de son épouse qui traîne des maladies chroniques. C'est des dizaines d'enseignants aujourd'hui qui sont contaminés. L'heure est grave. C'est comme si on dit aux enseignants, allez mourir. Aucune disposition n'est prise. Le protocole sanitaire qui a été validé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce protocole est clair et précis. 3 masques par élève, professeur, personnel administratif, technicien de surface. Ça n'existe pas. Port systématique du masque. Dans les accords, on a perdu l'habitude. Distanciation physique, c'est pas respecté. Dispositif de lavage des mains. Il y a des écoles où vous avez le dispositif, mais ce dispositif n'est pas fonctionnel. Nous venons d'une tournée qui nous a amenés respectivement dans les départements de Kébémer, Nioro, Gossas. Nous avons visité la région de Fouta, Bambey. Mais c'est le même constat ici à Dakar également. On a des cas à Kaolack, à Dakar, à Thiès. Cette semaine-là, nous avons voulu organiser une tournée à Thiès, mais les collègues nous ont dissuadés. Parce qu'ils ont dit qu'il y a trop de cas de Covid actuellement dans la région de Thiès. À Dakar, on en parle. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, si vous regardez dans le protocole sanitaire, on a dit nettoyage. Au moins 2 fois par jour des toilettes. Il y a des écoles qui n'ont même pas de toilettes. On a dit qu'il faut des toilettes séparées pour les hommes et les femmes. Sud FM.
Abdoulaye Ndoye, que vous venez d'entendre, le secrétaire général du CUSEMS, qui faisait face à la presse pour alerter sur la situation concernant le coronavirus à l'école. Le protocole sanitaire n'est pas respecté, le matériel de protection pas disponible. Abdoulaye Ndoye qui alerte ainsi les autorités sanitaires alors que les sections CUSEMS de Dakar sont en mouvement cette semaine pour exiger le paiement intégral des indemnités liées aux examens. Grève totale demain et après-demain. Un débrayage est décrété ce matin depuis 10 heures. Babacar Samb, bonjour. Vous avez fait le constat. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, bonjour avant tout Isseignan. Alors, doit-on dire que le mot d'ordre décrété par la section Dakar de CUSEMS a eu l'effet escompté? La réponse peut être mitigée. Au SEM, unité 19 des Parcelles Assainies, par exemple, le mouvement de débrayage n'a pas reçu l'écho attendu. D'ailleurs, les enseignants trouvés sur place disent ne pas être au courant. Le principal du SEM n'avait pas reçu cette information non plus. Il est même obligé d'aller se renseigner pour pouvoir apporter des réponses à nos questions. Pas de perturbations majeures. Les cours se déroulent normalement, souligne le principal Biran Sen. Le syndicat n'a pas ou bien même si le syndicat n'a pas été bien représentatif dans cet établissement, ou encore les enseignants concernés n'ont pas cours ce matin. Des hypothèses posées en tout cas par le responsable de l'école. Du côté des élèves, les élèves ne sentent pas aussi ce mouvement de débrayage, même s'il y a quelques classes qui n'ont pas fait cours parce que leurs enseignants sont absents. Ces élèves justement déplorent vigoureusement ces perturbations, accusent l'État et les syndicats d'enseignants d'être responsables de la baisse de niveau noté au niveau des élèves. C'est nous qui payons les pots cassés, fulmine-t-il, tout en appelant les partis au sens de responsabilité. C'est tout ce qu'on peut retenir sur ce mouvement de débrayage décrété par le CUSEMS section Dakar. Donc le constat fait ici aux Parcelles Assainies. Merci beaucoup Babacar Samb. Les sections de Dakar, section du CUSEMS, ont décrété un débrayage depuis 10 heures. Une grève totale est annoncée demain et après-demain pour le paiement intégral des indemnités liées aux examens. À 12h13, le point sur l'affaire Ousmane Sonko. Plus de 30 personnes ont été arrêtées entre Dakar et Ziguinchor. Le parti PASTEF dénonce ces arrestations, des arrestations qualifiées d'enlèvement. Bassirou Diomaye Faye est le président des cadres du parti PASTEF. Il nous fait le point au micro d'El Hadj Malick Ndiaye. Au moment où nous parlons, nous avons 19 personnes qui sont au Cap Manuel, 8 qui sont arrêtées dans le cadre des manifestations à Bignona et Ziguinchor. Il y a aussi l'épouse de Madame Diop Biram Souley, que nous comptons parmi les arrestations parce que c'est une façon indirecte de mettre une pression sur son mari. Et le coordinateur de PASTEF Dakar est aussi en garde à vue depuis 2 jours. Donc au total, nous sommes autour de la trentaine de personnes qui sont arrêtées. C'est de l'intimidation pure et de la provocation. Certaines arrestations même ne sont pas en réalité des arrestations, mais c'est des enlèvements purs. Quand vous prenez le cas de Abbas Fall et de Fatima Mbeng qui ont été arrêtés, et par la suite on a vu que Fatima a été libérée, ils étaient au chevet des détenus du Cap Manuel à qui ils avaient apporté certains des pécules et des couvertures. Et c'est là-bas que la division des investigations criminelles les a accueillis manu militari pour les conduire au niveau de leurs locaux. Nous n'avons pu informer que lorsque Fatima, qui a été arrêtée en dernier lieu, a constaté l'absence de Abbas Fall 2 heures après. C'est le cas aussi de Madame Biram Souley Diop qui a été arrêtée en allant au travail. Et toutes les autres arrestations découlent d'une provocation qui a été orchestrée par les forces de l'ordre sous la direction naturellement de leur commandant en chef et qui ont abouti aux échauffourées qu'on a connues. Une bonne partie a été libérée, mais une bonne partie aussi encore entre les mains de la police. Tout le monde note que ces arrestations-là, c'est un seul but, c'est de faire aboutir le projet de démolition systématique auquel le président Macky Sall et son régime se livrent depuis bientôt 9 ans.
Vous venez de suivre les propos de Bassirou Diomaye Faye, président des cadres du parti PASTEF, qui affirme qu'une trentaine de personnes ont été arrêtées entre Dakar et Ziguinchor en lien avec l'affaire Ousmane Sonko, source de tensions politiques. L'analyse du journaliste formateur Ibrahim Bahoum à suivre après la page sport. Il sera notre invité. Mardi Gras, ce 16 février, la célébration marque l'entrée du carême chez les chrétiens partout dans le monde. Cette journée aux allures festives revêt également une dimension spirituelle, religieuse qui permet aux chrétiens de saisir l'occasion pour identifier les points et situations qui nécessitent la purification. Les explications sur les origines chrétiennes du Mardi Gras par l'abbé Roger Gomis, vicaire dans l'archidiocèse de Dakar. Il est interrogé par Marie-Rosalie Ndiaye. Le Mardi Gras est un jour de carnaval et de déguisement de toutes sortes la veille du mercredi des cendres, début du carême. Ses origines sont à la fois païennes et religieuses. Sa date varie d'année en année car elle est fixée par rapport à la date de Pâques qui est elle-même une fête mobile. Elle peut se situer au mois de février ou au début du mois de mars, mais tombe bien entendu toujours un mardi et précède la fête de Pâques de 47 jours. Pour ses origines, il faut savoir que dans l'Antiquité romaine, le calendrier commençait au mois de mars de façon à faire coïncider le début de l'année et le renouveau de la nature. Ainsi, de grandes fêtes marquaient cette période des calendes de mars. Par la suite, les populations christianisées continuèrent de célébrer la fin de l'hiver à travers cette fête du Mardi Gras. Le début du carême est donc précédé du Mardi Gras. Ce jour est appelé gras en référence aux aliments considérés comme riches. Il s'agit particulièrement, entre autres, du beurre, des œufs, de la viande. Au jour du Mardi Gras, les excès sont donc permis aussi bien dans la consommation de nourriture que dans l'apparence vestimentaire. Il ne faut pas perdre de vue que le carême, période de jeûne, de privation, d'austérité et de privation qui dure 40 jours, est pour les chrétiens un temps de préparation à la grande fête de Pâques. Sur les traditions festives du Mardi Gras, on observe les déguisements et les crêpes. Quand on se réfère au Moyen-Âge, on voit que les déguisements du Mardi Gras permettaient non seulement de s'amuser, mais aussi de transgresser les interdits d'ordre social. C'est ainsi que les pauvres pouvaient s'habiller en riches, les hommes s'habillaient en femmes, les laïcs s'habillaient en religieux, les civils en policiers ou gendarmes, et vice-versa. Le carême débute demain, mercredi, avec l'imposition des cendres et le jeûne qui va durer 40 jours de prière, de recueillement et de partage, des piliers sur lesquels les fidèles catholiques comptent s'appesantir. Notre correspondant a rencontré à Saint-Louis quelques fidèles qui prient déjà pour la fin de la pandémie du coronavirus. Yves Tendeng. Les préparatifs vont bon train ici à Saint-Louis chez les fidèles catholiques en ce qui concerne le carême qui débute ce mercredi 17 février. Et d'ailleurs, c'est le cas non seulement pour cette jeune paroissienne de Notre-Dame de Lourdes de Sor. Bon, vu que demain commence le carême, avec cette pandémie, ça sera pas trop dur, je pense, puisque ça sera un temps de partage, de réconciliation avec notre Seigneur. Aussi, avec ce temps de Covid, surtout, on pourra beaucoup prier pour que cette pandémie puisse arrêter ses ravages, parce que ces temps-ci, c'est trop. Donc, nous allons beaucoup prier pour que ça puisse finir. Mais aussi pour Antoine Diogoy-Dien, un autre paroissien de Lourdes qui appelle à l'union des cœurs tout en privilégiant la prière et le recueillement. Ce temps de carême, nous le préparons avec beaucoup de sainteté quand même. Comme on le dit, un esprit saint dans un corps saint. Et on va essayer de le gérer de manière spirituelle. C'est la prière, pénitence, l'abstinence surtout. On en a besoin, on en a beaucoup besoin. D'autant plus qu'on est en période de Covid, on a besoin d'unir nos forces, spirituellement parlant, renforcer les prières pour que le Seigneur Jésus nous aide à vraiment nous séparer de cette pandémie, je veux dire, qui est la Covid-19. Donc c'est pour cela que tous les catholiques du monde entier, particulièrement au Sénégal, doivent s'unir. Il revient également sur l'importance du pardon et du partage qui revêtent plein de sens aux yeux des fidèles catholiques. Le partage, ça a toujours été le cas, ça a toujours été essentiel, le pardon également. Nous le vivons chaque jour. Qui connaît la vie catholique, c'est qu'un bon chrétien partage toujours et pardonne toujours, quelle que soit la situation. Un carême qui va démarrer ce mercredi avec l'imposition des cendres et le jeûne. Saint-Louis, Yves Tendeng,
Sud FM. Yves Tandeng, merci beaucoup. Parlons à présent du sommet des chefs d'État du G5 Sahel. Le président sénégalais Macky Sall et les partenaires européens et arabes participent à la rencontre. Le sommet se penche sur l'avenir de la force conjointe dont la mission est d'éradiquer le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. Bamako, la correspondance de Souri Ibrahim Maïga. Le passage du témoin entre le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, qui présidait jusque-là le G5 Sahel, au président tchadien Idriss Déby, et l'envoi de 1200 soldats tchadiens annoncés à la suite de cette réunion ont marqué ce sommet de haut niveau. Ce déploiement devrait être effectif un an plus tôt, suite au précédent sommet de Pau. Une menace djihadiste grandissante sur les bords du lac Tchad et également un désaccord entre N'Djamena et ses partenaires sur comment ce déploiement devrait être fait ont tardé son effectivité. La question de la mobilisation des fonds pour une montée en puissance des troupes a également été évoquée. Le débat sur le terrorisme qui commence à transcender les frontières du Sahel a aussi été primordial dans les discussions. Le Ghanéen Nana Akufo-Addo ou encore le vice-président du gouvernement de la transition du Soudan ont honoré de leur présence à N'Djamena à cette rencontre essentiellement axée sur la sécurité de la sous-région et au-delà. Les travaux pour ce deuxième jour du sommet, en plus de tourner autour des questions sécuritaires, font aussi mention du développement. Déjà sur le sujet, l'Alliance Sahel annonce 3 milliards d'euros supplémentaires obtenus pour le développement de la zone, dont 40% de ce budget sont en cours d'exécution. Le nouveau format de l'intervention de la force française Barkhane, qui devrait être revu en baisse, le renforcement des capacités techniques et militaires des armées des pays membres du G5 Sahel et la mutualisation des efforts font aussi l'objet de débat durant ce sommet qui prend fin ce mardi 16 février. Il faut souligner que pour cette rencontre de haut niveau, le président français Emmanuel Macron n'a pas effectué le déplacement pour des raisons sanitaires. Souri Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Merci beaucoup, Souri Ibrahim Maïga. Nous accueillons dans ce studio Dilmin Kilan. Bonjour. Bonjour, Issignon. C'est pour parler de l'actualité sportive. Football, Ligue des Champions, alléchant Barça PSG pour les passionnés de foot ce soir. Une des affiches phares des huitièmes de finale aller, FC Barcelone contre Paris Saint-Germain. Le retrouvaille au Camp Nou 4 ans après la remontada de 2017. Les Catalans qui ont humilié les Parisiens au match retour par 6-1 à l'aller. C'était 4-0 au Parc des Princes. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, qui va remporter la manche aller? La réponse dans ce reportage de Ismaël Marcel Colli. Malgré les absences de Neymar et de Di Maria, le Paris Saint-Germain reste favori. C'est le sentiment de certains férus du ballon rond rencontrés à Sacré-Cœur. Au côté du Paris Saint-Germain, pour les absences de Neymar ou bien Di Maria, bon, ça ne sera pas facile pour eux. Mais ils peuvent s'en sortir, parce que je pense que en ce moment-là, le Paris Saint-Germain est plus fort que le Barça en ce moment. Concernant le Barça et le Paris Saint-Germain, il y a un double enjeu. Paris Saint-Germain est obligé cette année de faire quelque chose vu le budget qu'ils ont dégagé. Et il y a aussi cette revanche à prendre concernant la remontada. Le Barça aussi est en reconstruction, même si le Paris reste favori. Même si Paris Saint-Germain reste favori, le Barça est en reconstruction. À 60% gagné. Paris moins am chance pour gagner, vu la défense du Barça. Pour d'autres, ce huitième de finale aller entre Barça et Paris Saint-Germain sera âprement discuté entre les deux formations. Mais le Barça a plus de chances de remporter cette manche. Ça sera un choc intéressant pour le football mondial, donc entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Mais ça sera un match qui va se disputer sur des détails, donc avec une très bonne équipe du Barça, avec un Lionel Messi en sa forme, quoi. Donc je peux dire que ce match sera amplement disputé entre les deux équipes, mais je donne victoire au Barça. Pour rappel, la remontada de 2017 est encore fraîche dans les esprits à Paris. Largement vainqueur par 4-0 le 14 février en huitième de finale aller, le Paris Saint-Germain s'était fait sortir après un lourd revers 6-1 au retour le 8 mars. Les pronostics des passionnés de foot, donc la réponse, on l'aura à 20h. Enseignant Angel Di Maria et Neymar ne seront pas de la partie pour cause de blessure. L'autre choc de ce mardi oppose les Allemands de Leipzig aux Anglais de Liverpool. Les Reds de Liverpool qui, depuis quelques semaines, montrent une autre facette avec une faible défense, beaucoup de défaites enregistrées. D'ailleurs, ils occupent actuellement la 6e place du classement de la
première ligue avec 13 points d'écart du leader Manchester City, 53 points au compteur. Liverpool en déplacement à Hongrie pour défier Leipzig. Va-t-il rebondir? Les avis sont partagés dans ce micro-trottoir de Ismaël Marcel Colli. Ça sera un match âprement disputé, mais je pense que Liverpool va battre Leipzig. Ouais, ils vont les battre. Malgré les difficultés que traverse cette équipe? Non, il y a beaucoup de différences entre le championnat et la Ligue des Champions. Donc je pense que Liverpool battra l'équipe allemande. Bon, Liverpool-Leipzig aussi, bon, on l'attendait, mais parce qu'à côté de Liverpool, il y a beaucoup d'absences. Oui, comme l'absence de Van Dijk, vous le voyez. Depuis que Van Dijk est blessé, Liverpool a sérieux problèmes sur la défense. Mais il peut s'en sortir aussi, que Leipzig ne laisse pas faire. Il peut battre Liverpool comme quoi que Liverpool le peut battre. Bon, aussi que le meilleur gagne. Leipzig là est favori. Parce que Leipzig moo gën a nekk Liverpool instant yi ne aussi équipe bi nekk fi quoi. Soo xoolee ñaata match la si difficulté la nekk nii si défaite la jógee aussi tamit la même chose. Alors que Leipzig dafay nekk. Pour Liverpool, c'est encore beaucoup plus grave parce que ils ont quasiment perdu le championnat. Donc ils vont tout mettre sur la Ligue des Champions concernant maintenant une équipe très redoutable en Allemagne qui est dauphin du Bayern, à savoir Leipzig. Pour des raisons sanitaires, Issoignan, le match Leipzig-Liverpool qui devait se tenir en Allemagne est délocalisé à Budapest en Hongrie. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Leipzig-Liverpool, les deux matchs se jouent à la même heure à 20h. CAN U20, la première journée se poursuit ce mardi. Le groupe C au programme Ghana-Tanzanie à 16h, Gambie-Maroc à 19h. Et puis Afrobasket 2021, dernière fenêtre des éliminatoires, les Lions quittent Dakar à 15h. Pour se rendre au Cameroun où ils vont prendre part au tournoi de Yaoundé du 19 au 21 février 2021. Dernière phase des éliminatoires de l'Afrobasket 2021. Le premier match est prévu vendredi prochain contre Kenya. Pour rappel, l'équipe nationale masculine est déjà qualifiée pour l'Afrobasket 2021. Et merci beaucoup Odile Minkila. Sud Midi, l'invité. Tension politique liée à l'affaire Ousmane Sonko, l'analyse du journaliste formateur Ibrahima Bakhoum. Il est l'invité de ce 12h. Il répond aux questions de El Hadj Malik Ndiaye. Nous sommes avec Ibrahima Bakhoum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste formateur. Alors nous allons parler de l'affaire Ousmane Sonko, des arrestations notées dans le camp du parti PASTEF, ces derniers également qui dénoncent et qui accusent l'État du Sénégal. Comment peut-on expliquer cette tension politique? Écoute, il y a forcément besoin pour l'État de dire il s'est passé ceci, je ne peux pas laisser simplement comme s'il n'y avait jamais rien. Il y a eu des casses le jour de la manifestation partie de chez Ousmane Sonko. Donc, la réaction de l'État dans un cas comme ça, c'est de dire qui sont les instigateurs, d'où cela vient-il? Une procédure tout à fait régulière, classique. Maintenant, nous sommes sur le terrain politique. Et les gens qu'on va aller chercher, la police a-t-elle des preuves de leur culpabilité et ensuite ils seraient coupables de quoi? Là, la police déterminera. Ceux qu'on est allé chercher, ils ont également leurs défenseurs, je veux dire leurs camarades ou d'autres démocrates de la société civile qui disent ça n'est pas normal d'aller interpeller les gens de cette façon-là. Mais c'est comme ça que l'État fonctionne. Généralement, quand il y a manifestation, dans tous les pays du monde, on voit évidemment des arrestations. Maintenant, celles-ci peuvent être abusives. Et les conditions également de traitement des personnes interpellées également, ce traitement peut être brutal, dégradant, mauvais, etc. Ça, évidemment, tout le monde dénoncera cela. Mais le camp de Sonko n'a pas la police, n'a pas la justice aussi. Mais au moins, ils ont leur communication aussi. Ils se défendent comme ils peuvent. Et avec cela, ils sont en train d'amasser de la sympathie venant d'ailleurs. Et c'est cette sympathie c'est sur cela qu'ils veulent capitaliser pour faire de Sonko une victime dans un premier temps, un héros plus tard. Rien de nouveau, on a eu des exemples comme cela. Jusqu'où ça peut aller. Ça dépend de la combativité des gens de Sonko. Peut-être même au-delà de Sonko, parce que je ne sais pas, quand je dis les gens de Sonko, je ne sais pas si c'est des militants de Sonko ou c'est seulement des Sénégalais qui sont plus serrés par ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire que par la situation politique, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, les personnes interpellées ont leur soutien dans la population, parmi les Sénégalais. Et ceux-là sont en train de s'organiser à leur manière dans la communication, par dénonciation. Et ça aboutit toujours à des tensions. Pour combien de temps? Je ne peux pas savoir. Parce qu'également, il suffisait que, comme on dit, il arrive que les gens, en faisant de la revendication, arrivent à une situation où ils disent « Rendez-nous ceux que vous avez interpellés et on arrête ». Autrement dit, on demande à obtenir
ou à reprendre ce qu'on n'aurait pas dû perdre. Et l'État généralement le fait pour déplacer le problème. Donc plutôt que vous vous focalisiez sur Sonko, plutôt que vous vous focalisiez sur le combat de Sonko, on va déplacer le problème de votre autre chose. Votre combat ne sera plus de Sonko a-t-il raison ou pas. Libérez nos gars. Vraiment, en le faisant, l'État est bien placé pour savoir qu'est-ce qu'il peut en tirer comme bénéfice. Parce qu'à ce moment, on le laisse là travailler sur le dossier de Sonko, comme il l'entend, pendant que les autres vont dire libérez nos gars, parce que Sonko n'est pas en prison. Puisqu'il n'est pas en prison, l'enjeu ne serait plus du Sonko tout de suite, mais de libérer ce que vous avez pris. Et le temps pour l'État de gérer son dossier, à le moment, c'est des choses qui peuvent arriver. Tout comme ça peut aller beaucoup plus loin, former une sorte de camp radical autour de Sonko. On a connu l'expérience il y a quelques dizaines d'années de comment cela se passait. Finalement, ça a débouché sur des manifestations de rue. Mais en ont-ils les moyens? Ont-ils cette capacité de mobilisation autre que faire des casses, mais simplement faire des marches, faire des mobilisations de city, dans un contexte où tout cela est interdit? On verra. Alors, quelles conséquences sur le dialogue politique? Parce qu'il y a encore dialogue politique. Ben, disons. Le dialogue politique, écoute, ceux qui veulent y aller, ceux qui veulent dialoguer, je crois qu'ils vont continuer encore à dialoguer, mais bon. Donc, est-ce que les gens de Sonko y étaient déjà? Je ne suis pas certain. Mais peu importe qu'ils y fussent ou pas, qu'ils y étaient ou pas, peu importe. Évidemment, c'est toujours un obstacle. Il va y avoir forcément un blocage quelque part. Parce que vous ne pouvez pas mettre des gens en prison, poursuivre leur leader et ensuite demander qu'on vienne dialoguer. Nous, comme ceux qui sont à l'Assemblée nationale, sont peut-être en train de dire, si vous voulez lever le ministère parlementaire de Sonko, nous ne sommes pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord avec cela, peut-être que ça peut avoir une conséquence sur la confiance que les gens pourraient avoir, confiance mutuelle entre acteurs au dialogue politique. Alors, la toute dernière question, comment décrisper la situation actuellement? Comment décrisper la situation? Ça c'est... L'État est suffisamment fort, suffisamment puissant, il a suffisamment de ressources pour dire j'ai obtenu tel résultat, maintenant j'ai demandé à faire la paix avec tout le monde. Ça c'est déjà arrivé avec d'autres dossiers, le dossier Karim Onabissé, le dossier Khalifa. Chaque fois ça aboutit dans certains cas à une grâce simplement. Évidemment la grâce n'a pas suffi à tout régler, mais c'était déjà cela. Donc l'État a toujours des ressources pour faire cela. Mais encore une fois je dis, à ce jeu du chat et de la souris, arrive un moment évidemment où le chat bouffe la souris, ou alors la souris réussit évidemment à s'échapper et passer par l'autre côté pour fatiguer ce chat-là. Ibrahima Bakhoum, je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste formateur. Paille Global Engineering, les boissons punch et l'eau minérale Wallo, DSL, plomberie et sanitaire et SPEM Sénégal, premier équipement et machine, vous offre la revue de presse. Hapsa Elimanoua. Bonjour. Traitement médiatique de dossiers sensibles et brûlants de l'actualité entre sensationnel et déséquilibre. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que l'affaire dite Ousmane Sonko, président du PASTEF Les Patriotes, traîné en justice pour un problème de mœurs, remet sur la table l'ampleur du sensationnel, la propagande de manipulation, le parti pris dont le traitement médiatique des dossiers brûlants d'actualité. Comme un effet de mode, il est quasi impossible au Sénégal aujourd'hui d'éviter que le sensationnel prenne le pas sur le traitement équilibré de certains dossiers et affaires sensibles. Puis, ajoute le confrère de l'Avenue Bourguiba, du fait d'une sorte de laisser-aller qui a prévalu pendant assez longtemps, certains supports ont fini de façonner un électorat. Audience. Le CNRA condamne un usage de propos dégradants et dévalorisants pour la femme, alors que le CORED s'insurge contre des contenus s'apparentant plutôt à une attaque personnelle. Pour Félix Zalé, rédacteur en chef de l'I Quotidien, les journalistes sont divisés pratiquement en deux camps, les pro-Sonko et les anti-Sonko. Des journalistes à charge ou à décharge se substituent aux juges, aux enquêteurs et parfois même portent des accusations, constate amèrement le rédacteur en chef
de Vox Populi, Aruna Dem. Babacar Ndaw Faye de imedia.sn est convaincu que chaque média a sa ligne éditoriale, son niveau d'exigence et de rigueur qu'il impose à ses employés. Restons avec l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr avec l'opposition parlementaire qui engage la résistance. La journée d'hier lundi a été ainsi marquée par des échanges houleux lors de la mise en place de la commission ad hoc chargée de statuer sur la requête de la levée de l'immunité parlementaire sous l'égide de Cheikh Bara Dolly Mbacké du groupe libéral et démocratique et le mandat donné par le grand parti de Malick Gakou à ses députés de voter contre cette procédure. Gakou prend fait et cause pour Sonko également. Dans Vox Populi, il exhorte l'Assemblée nationale et la justice à veiller au respect du principe de la présomption d'innocence et des droits constitutionnels de Sonko. La justice est sur la sellette dans cette affaire, estime enquête. Chaque partie semble avoir ses propres juges. Le confrère revient en détail sur la lettre des avocats de Sonko qui relève des irrégularités dans la procédure. Le procureur Bassirou Gueye est en flagrant délit de contradiction, poursuit Le Quotidien. Pour les avocats, le procureur a visé une personne X, donc non identifiée, dans un réquisitoire introductif adressé à monsieur le juge d'instruction du 8e cabinet près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le même procureur saisit l'Assemblée nationale d'une procédure de levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Ousmane Sonko, cité nommément. Un avocat et un médecin sont dans le collimateur du camp de Sonko. Restons avec les proches de Ousmane Sonko qui, selon les Échos, sont traqués, de même que leurs parents. La femme de l'administrateur de Pastef est en garde à vue. La femme de Biram Souleye Diop a été vendue par une étudiante du nom de F. Traoré. Madame Diop lui avait demandé d'acheter une puce avec laquelle Abbas Fall menaçait des autorités, dont Mahmoud Saleh et Souleymane Ndéné Ndiaye. Débat autour de l'affaire Ousmane Sonko sur la 7TV, Maïmouna Ndour Faye accuse un étudiant de menace de mort. Menace dans son émission en cours de soirée d'hier, dont l'invité n'était autre que Maître El Hadji Diouf. Pour le moment, les motifs de cette menace de mort ne sont pas encore avérés. Affaire Sweet Beauty, la bataille hors prétoire fait rage, selon 24 heures, qui revient sur le faux communiqué de Pastef, les étudiants qui chauffent l'avenue Cheikh Anta Diop et Maître El Hadji Diouf qui annonce une plainte contre Pape Alé Niang et Ahmed Aïdara. Maître El Hadji Diouf qui se fait démolir. Les Échos nous parlaient également des libéraux qui sont en bouclier de Wade, suite aux réactions suscitées par son communiqué polémique sur l'affaire Sonko. Mame Diarra Fam, Dr Cheikh Dieng et Lamine Ba crachent leur vérité. Ces libéraux invitent les détracteurs de Wade à savoir raison garder. Parlons du Covid-19 avec 6 décès, 268 nouvelles contaminations et 63 cas graves signalés hier. Amakodou Diouf du Congad appelle à une mobilisation collective alors que pour professeur Didier Raoult, cette seconde vague du Covid n'est pas un rebond, c'est une autre épidémie, avec notamment l'arrivée de nouveaux variants. Concernant la vaccination, le président du comité des vaccins Covid-19 au Sénégal, professeur Tandakha Dièye, rassure, je cite, toutes les phases de contrôle sont respectées pour garantir l'efficacité des vaccins. Le Soleil s'intéresse au sommet du G5 Sahel au Tchad. Macky Sall est invité d'honneur. La séance élargie à laquelle le chef de l'État est convié vise à associer les pays et institutions parlementaires du G5 Sahel à la recherche de solutions durables à la crise sécuritaire qui sévit dans l'espace sahélien, nous dit Le Soleil. Libération titre ce matin sur le directeur général de 3MD Énergie tombe suite à l'effondrement d'un immeuble en construction à Ouadaba. Il n'avait ni permis de construire ni assurance. L'entrepreneur et le chef de chantier ont été également cueillis par les gendarmes. Selon Libération, le juge du 2e cabinet de Thiès mène l'instruction. En sport, Stades le quotidien du Spress à la Ligue des Champions avec les 8e de finale aller prévus ce soir à 20h. Choc Barça-PSG, Liverpool est sans défense contre Leipzig, Messi et la guerre des stats. Stade revient également sur la Coupe CAF, vainqueur de Platinum à Harare, Jaraaf, les secrets d'un succès en altitude. Terminons par Sunu Lamb avec le défi fou de Bombardier face au Lion, remettre Balla Gaye 2 à sa place. Après avoir détrôné Balla Gaye 2 le 8 juin 2014, Bombardier a envie de le battre encore. La raison, selon Sunu Lamb, est que le Lion de Guédiawaye se disait malade lorsqu'il se faisait battre par le B52 de Mbour lors de leur premier affrontement. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Paille Global Engineering, les boissons punch et l'eau minérale Wallo, DSL, plomberie et sanitaire et
SPEM Sénégal, premier équipement et machine, vous ont offert la revue de presse. « 12h49, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres développés entre la pandémie du Covid-19, l'épidémie d'Ebola en Guinée, les autorités sanitaires sur plusieurs fronts. Le Sénégal reconduit ainsi un renforce la surveillance aux frontières terrestres. Le Sénégal qui ressent 6 nouveaux décès et 201 nouvelles contaminations liées à la pandémie du coronavirus qui décime l'école. Une vingtaine de décès chez le personnel enseignant. Le QCEMS alerte, déplore des inégalités dans la dotation du matériel de protection. Le protocole sanitaire n'est pas respecté dans les établissements scolaires. Le QCEMS alerte alors que les sections de Dakar sont en lutte pour le paiement intégral des indemnités liées aux examens. Arrestation dans les rangs du parti PASTEF, les Patriotes. Plus de 30 personnes arrêtées entre Dakar et Ziguinchor. Le parti parle d'enlèvement, exige la libération des détenus. Le journaliste formateur Ibrahim Baroum a analysé la tension politique liée à cette affaire Ousmane Sonko. Il était l'invité de cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme sur Sen Radio.